Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. On dit souvent la Belgique en avance sur les dossiers éthiques ou en matière de droits sexuels et reproductifs. Euthanasie, droits des personnes LGBTQIA+. Et pourtant, quand on creuse un peu, un constat apparaît. Non, la Belgique n'est pas en avance, elle est même en retard quand il s'agit des droits des femmes. Les revendications portées depuis des décennies n'ont toujours pas abouti. Les avancées sont des avancées souvent de façade qui cachent un sexisme structurel, voire une volonté de mise sous tutelle des femmes. On va essayer de décrypter ce sexisme structurel à travers une série d'exemples du passé, du présent, mais aussi à travers des projets en discussion pour l'avenir. Et on va en parler avec mes deux invités aujourd'hui. Déjà, bonjour à toutes les deux. Tout d'abord, donc Sylvie Losberg, vous êtes historienne, directrice de la cellule études et stratégies au Centre d'action laïque et secrétaire générale Europe du Conseil international des femmes. Et Lucie Baridez, vous êtes chargée d'études, bonjour, vous êtes chargée d'études au Centre d'action laïque, vice-présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique et vous coordonnez également la plateforme Abortion Right. Alors Sylvie Losberg, je le disais en introduction, hein, c'est vrai qu'on a tendance parfois à présenter la Belgique en avance sur certains sujets éthiques, notamment en matière de droits sexuels et reproductifs. Et pourtant, vous, ce que vous dites, c'est maintenant stop à l'hypocrisie, il faut arrêter, il faut casser ces idées reçues. Non, en termes de droits des femmes, on est vraiment en retard. Oui, la Belgique avance clairement à reculons sur toute une série de dossiers qui ont trait à la santé sexuelle et reproductive des femmes en particulier. Et on sait bien que c'est souvent là que les pays conservateurs ou dits rétrogrades, finalement, s'attaquent à ce qu'on appelle l'égalité. Donc, il faudrait une égalité. On croit qu'on est dans un pays égalitaire, mais quand on regarde ce qui se passe par rapport aux législations sur, on va dire, principalement la question de l'avortement, de la maternité ou même de la contraception, la contraception définitive par exemple, eh bien la Belgique avance à reculons et c'est même pire que ça, c'est qu'au fond, on détourne systématiquement les revendications féministes pour faire croire qu'on avance. Et donc on a une espèce de mantra, oui la Belgique est progressiste sur les droits des femmes, mais quand on creuse un peu, ce n'est pas le cas et c'est même l'inverse. Oui, et donc vous parliez de l'avortement, c'est un cas qui est quand même assez emblématique. Il y a des affiches qui vont apparaître dans les écrans, il y a des affiches qui datent des années 70 et on a l'impression que les revendications dans les années 70, certaines, elles sont toujours identiques aujourd'hui. Donc il y a des choses qui ont bougé évidemment, mais il y a quand même des revendications de base qui n'ont pas encore abouti. Oui, donc effectivement, le droit à l'avortement est un droit indicateur du degré d'égalité et de démocratie d'un pays. Et en Belgique, il faut se rappeler très rapidement qu'en 73, le docteur Peers, qui a fait des avortements dans sa clinique, est mis en prison. Il y a des milliers de personnes qui défilent du nord au sud du pays. 200 médecins disent « on a avorté, il faut changer la loi ». Et qu'est-ce que fait le gouvernement? Il laisse l'avortement dans le code pénal, mais il supprime l'interdiction de publicité sur la contraception. Donc absolument rien à voir. À côté de la plaque, on va dire. Après ça, on a la loi de 90. On a souvent dit la loi de 90, c'est une bonne loi. Oui, c'est une loi au rabais qui a été négociée âprement pour qu'on garde des sanctions pénales, c'est-à-dire des peines de prison pour les femmes. Et en 2018, on a changé la loi, mais c'est toujours le cas. Il y a toujours des peines de prison en 2025-2026 pour les femmes si elles ne respectent pas toute une série de conditions. Et donc on voit que ce dossier-là nous montre à quel point, quand on a une revendication féministe, mais on aura d'autres exemples, eh bien, cette hypocrisie, c'est ça, c'est de dire on va rencontrer vos revendications et en fait, on ne le fait pas et on fait semblant. Oui, c'est ça, des avancées de façade. Exactement. Et en plus, ce qu'on peut constater aussi en termes d'avortement, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une avancée en termes d'avortement, du droit à l'avortement, il y a une contrepartie qui a été demandée souvent par des partis conservateurs sur la question de la reconnaissance du fœtus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça? Oui, alors c'est vrai que chaque millimètre qui est gagné sur le droit à l'avortement, on négocie un grand pas pour le statut des fœtus. Et ça a commencé dès le vote de la loi de 1990. Dès 1991, il y a des volontés de modifier le Code civil. Il faut savoir que le Code civil prévoyait qu'une fausse couche à partir de 6 mois de grossesse, on considérait que c'était un enfant qui était mort-né. Et en fait, dès 1999, donc il a fallu quelques années, mais c'était le premier pas, on a pu donner un prénom
à un fœtus mort-né. Et ça n'a pas arrêté depuis. C'est-à-dire que chaque fois en 2018, c'était pareil, on a abaissé de 6 mois à 4 mois et demi. Et on a dans les régions des législations sur les cimetières qui font qu'en Flandre, par exemple, sous la pression du CDNV et de la NVA, eh bien, il n'y a plus de limite basse pour enterrer des restes de fausses couches. Donc, ce n'est pas 15 semaines, ce n'est pas 12 semaines, c'est 3 jours. Et tout ça pourquoi ? Pour avancer sur la reconnaissance de l'embryon et du fœtus comme une personne. Et ça, évidemment, ça vient entraver le droit à l'IVG qui est toujours de 12 semaines en Belgique, ce qui est quand même une limite très très basse. Oui, on y reviendra, mais c'est vrai que vu qu'on est dans l'histoire et on reviendra, je pense que sur cette question-là, mais on voit aussi dans le passé qu'on n'avance pas nécessairement beaucoup sur le droit à l'avortement. On a cette question de reconnaissance du fœtus qui peut poser des problèmes justement sur le droit à l'avortement. Et puis on voit aussi que la Belgique n'a pas avancé sur l'accouchement discret. Donc pour les femmes par exemple qui ont une grossesse non désirée qui est arrivée à terme, l'accouchement discret, on n'a pas avancé. Au contraire, dans le passé, on voit qu'il y a même eu des enfants volés en fait par l'Église notamment. Très clairement. Donc la maternité est un enjeu pour l'État belge. Et que ce soit pour les femmes en Belgique, mais aussi, on l'a vu lors de la colonisation, les femmes qui ont des enfants sont considérées comme, on va dire, des instruments au service de l'État et au service d'autres, en fait. Le cas des enfants volés, ça a perduré jusque dans les années 80. Oui, de la fin de la Seconde Guerre mondiale aux années 80. Et on l'a su il y a peu de temps parce qu'une députée flamande est une enfant volée. Et donc elle l'a dit au Parlement. Tout à coup, on a découvert que oui, des filles qui étaient enceintes, les parents, des filles célibataires évidemment, on les mettait dans des institutions, souvent religieuses. On leur prenait leur enfant en faisant croire qu'il était mort. On ne le donnait pas seulement à l'adoption, on le vendait à des personnes qui voulaient un enfant et qui ne pouvaient pas en avoir. Et en plus de ça, souvent, on stérilisait de force ces jeunes femmes. Est-ce que vous vous rendez compte ? Moi, j'avais 20 ans en 80, donc c'est ma génération. Et je me dis, mais comment c'est possible que dans notre pays, on a fait ça aux femmes ? Allez, franchement, dans les années 60, 70, 80, on négocie pour le droit à l'avortement, mais parallèlement, c'est un scandale historique, franchement. Et là, on voit bien que oui, on en a parlé au Parlement, mais ça ne fait pas scandale. On oublie, on passe l'éponge et on continue à nous faire croire encore aujourd'hui que oui, on a des programmes pour aider les femmes. Et aussi, il y a toute la question socio-économique, bien sûr, qui vient aggraver la situation des femmes mamans solo. Donc, c'est un spectre assez large. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que tous ces éléments dont on va parler, on ne les conjoint pas pour comprendre dans quelle situation on pousse les femmes aujourd'hui en Belgique. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date, comme vous l'avez dit, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où on a quand même essayé de modifier les droits fondamentaux en fonction de la Déclaration universelle des droits humains. Oui, c'est ça. Alors, Lucie Baridez, c'est vrai que là, on a fait une plongée dans le passé, mais on va venir peut-être au présent. On a déjà parlé beaucoup du droit à l'avortement, mais c'est vrai qu'il y a cette loi de 2018 qui, en fait, sort l'avortement du Code pénal. Du coup, là, on pourrait se dire, voilà, ça, c'est une avancée. Pourquoi est-ce que c'est encore problématique et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous dites non, en fait, c'est une hypocrisie ? Non, comme Sylvie l'a très bien fait remarquer, la lutte pour les droits des femmes en Belgique et plus spécifiquement aussi pour le droit à l'IVG, c'est une lutte incessante. C'est-à-dire que les revendications, elles sont toujours les mêmes depuis presque toujours, depuis au moins les années 70. Aujourd'hui, Sylvie l'a dit, il y a toujours des sanctions pénales à l'égard des femmes et des médecins qui pratiquent. Donc on l'a sorti du Code pénal, mais il reste les sanctions pénales. Il y a toujours les sanctions pénales, ça peut toujours aller jusqu'à 1 an de prison et 1 600 € d'amende. Donc je ne sais pas si on se rend compte, mais on est quand même ici dans un truc complètement hallucinant. Donc nous, ce qu'on veut, c'est la suppression de ces sanctions pénales. On veut l'allongement du délai légal pour pouvoir avorter jusqu'à minimum 18 semaines. Et on demande aussi, depuis des années, la suppression de ce délai d'attente de 6 jours. Parce qu'aujourd'hui, une femme qui veut avorter, qui est sûre d'elle, elle prend rendez-vous, elle a une première consultation et elle est obligée d'attendre encore 6 jours pour être sûre de sa décision.
avant de pouvoir effectivement avoir recours à l'IVG. On l'infantilise, quoi. On l'infantilise complètement. C'est dénoncé par les militantes féministes depuis des années, par le monde médical. Le monde scientifique demande également la suppression de ce délai. Enfin, le monde scientifique rejoint les recommandations des militantes, les demandes des femmes, et pourtant, rien n'avance. Et en fait, je voudrais dire que sur la question de l'IVG, elle est cruciale pour se rendre compte de la logique un peu prédominante qu'il y a en Belgique. C'est qu'en fait, on ne laisse pas le choix aux femmes. On ne laisse pas les femmes en fait, vivre de façon autonome, au même titre que les hommes, parce qu'on est toujours dans une logique patriarcale qui considère en fait que nous, les femmes, on est des êtres un peu irrationnels comme ça, et donc on devrait nous contrôler et nous mettre sous tutelle. Oui, alors en plus, vous avez parlé du fait qu'il y avait une unanimité au niveau scientifique et aussi sur le terrain, parce que par exemple, il y a ce rapport d'experts qui a été demandé par les parlementaires, et donc ils se sont réunis pendant plusieurs mois, des experts de toutes les universités du pays. Ils ont sorti un rapport, ils étaient unanimes, enfin en tout cas, ils avaient une majorité pour allonger par exemple le délai, mais on ne les écoute pas et on met ça sur le côté, on oublie ce rapport. Oui, donc c'est vraiment ce qu'on appelle l'encommissionnement. Donc dans la législature précédente, il y avait une volonté d'avancer sur ce dossier, mais le CDNV ne voulait pas. Donc le CDNV a dit, il nous faut un rapport d'experts, alors que bon, on sait ce qu'il faut faire, mais bon, il fallait un énième rapport. Et donc, effectivement, les experts ont travaillé pendant 2 ans. Et quand vous dites unanimité, c'est l'unanimité. En tout cas, sur les 18 semaines, c'était l'unanimité, toute université confondue, UCL, KUL, etc. La majorité voulait 20 semaines, mais il y avait un médecin qui voulait 18 et il ne voulait pas 20. Donc on a dit unanimité à 18. Mais les parlementaires n'écoutent pas ça. Et ce n'est pas la seule revendication ou recommandation des médecins, hommes et femmes. Donc on entend bien que dans la politique belge, au fond, il y a une incapacité à rencontrer la réalité du terrain, qu'elle soit celle des femmes, du personnel de planning, des médecins et des experts qui sont des grands professeurs d'université qui sont tous d'accord pour dire ça ne va pas. Et rien n'a bougé. Ça fait plus de 2 ans que le rapport a été déposé. Les recommandations de la commission d'évaluation que j'ai l'honneur de présider depuis 8 ans vont dans le même sens. C'est aussi tous des médecins, des experts, des juristes. Et rien ne bouge. Et je crains que rien ne bougera. Et si ça bouge, ça bougera à la marge. C'est-à-dire, de nouveau, on va faire semblant d'avancer et on va grappiller quelques miettes. Mais je pense que ce que Lucie a dit sur la mise sous tutelle des femmes, c'est ça qui apparaît vraiment clairement aujourd'hui. On ne l'a pas cru, franchement. On s'était dit, la politique, ils doivent toujours négocier, il y a d'autres enjeux. Mais là, on voit bien que ce n'est pas possible. Attendez, depuis 1973, on est quasiment en 2026. Qu'est-ce qu'on a obtenu, en fait, Ouais, est-ce qu'on peut parler de déni de démocratie pour vous, Lucie Barides ? Oui, complètement, parce que déjà, il y a une chose très importante, c'est qu'on ne respecte pas la séparation des pouvoirs en Belgique. Normalement, sur les dossiers éthiques, c'est le Parlement qui est libre, en fait, de trancher. Les députés doivent avoir une liberté de vote. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis la loi de 90, c'est que le gouvernement a laissé le Parlement faire son travail. Et là, ce qu'on voit, c'est que depuis des années, comme Sylvie l'a dit, en fait, l'exécutif prend en otage le dossier. On voit tout le temps des stratégies du CDNV, aussi de la NVA pour bloquer le dossier. On fait parfois aussi usage de ce qu'on appelle de la flibuste parlementaire. On renvoie des textes. Obstruction parlementaire en renvoyant des textes. C'est ça, voilà. Alors qu'on pensait qu'on allait voter un texte, en fait, eux usent de stratégies pour le renvoyer au Conseil d'État. C'est comme ça qu'en 2019-2020, on n'a pas pu voter une proposition de loi qui pourtant vraiment aurait permis d'améliorer significativement la pratique et l'accès à l'IVG en Belgique. Mais donc voilà, je le dis, on ne respecte pas la séparation des pouvoirs et en plus, on ne respecte pas un principe qui est fondamental en démocratie, qui est l'égalité en droit, parce qu'on ne permet pas aux femmes belges, aux femmes qui résident en Belgique, d'exercer au même titre que les hommes leurs droits fondamentaux. L'accès à l'avortement, c'est une question de santé publique. Et donc, en Belgique, nous, les femmes, on n'a pas la possibilité d'exercer notre droit à la santé et notre droit à mener une vie digne. Donc,
c'est complètement antidémocratique ce qui se passe aujourd'hui. C'est très grave, il faut le dénoncer. Oui, et alors c'est vrai qu'on le disait, on a aussi des acteurs de terrain qui demandent certaines choses. Et par exemple, sur la reconnaissance du fœtus, on voit qu'il y a des choses qui pourraient être faites en termes d'accompagnement des futurs parents, des mères, enfin des femmes qui ont perdu, qui ont une fausse couche ou un enfant mort-né. Et donc il y a certainement moyen d'améliorer l'accompagnement, mais ce n'est pas ça qu'on améliore, on va toucher à la question de la reconnaissance, c'est ça? Oui, mais donc il y a une vraie stratégie sur la question du fœtus. C'est une stratégie qui est assumée par des partis anti-choix, notamment le CDNV, la NVA, de reconnaître à terme un statut juridique au fœtus pour lui reconnaître des droits et en fait affaiblir le droit à l'IVG. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils détournent, en fait, ils instrumentalisent le deuil périnatal, un deuil légitime que des femmes peuvent ressentir lorsqu'elles sont victimes d'une fausse couche. Donc, ils instrumentalisent ce deuil pour parvenir à leur fin. Donc, aujourd'hui, il y a 2 propositions de loi qui sont pendantes à la Chambre, du CDNV et de la NVA, qui veulent supprimer ce seuil de 140 jours dont Sylvie parlait tout à l'heure, pour pouvoir reconnaître à l'état civil un enfant sans vie. Et si ces propositions-là passent, elles sont vraiment très graves. Il y aura énormément de risques pour le droit à l'IVG parce que ça vient brouiller la frontière essentielle quand on argumente en faveur du droit à l'IVG entre enfants sans vie, entre fœtus et entre embryons. Parce que ça veut dire qu'on pourra reconnaître en fait un embryon à l'état civil, le faire reconnaître dans les registres de décès, voire carrément les registres de naissance, comme le propose le CDNV. Et plus grave encore, c'est que si ces propositions de loi passent, en fait, prenons l'exemple d'une femme mariée qui a interrompu volontairement sa grossesse, eh bien, selon la loi actuelle, ce qui est en vigueur aujourd'hui, son époux pourra faire reconnaître l'enfant, entre guillemets, l'enfant à naître. Voilà, c'est ça, l'enfant sans vie, en fait, comme il l'appelle, dans le registre des naissances ou des décès à l'état civil. Et donc, ça veut dire que cette femme, alors qu'elle a interrompu volontairement sa grossesse, elle verra son nom apparaître dans le registre comme étant la mère de l'enfant sans vie, quoi. Ouais, on est dans une forme de violence parce que c'est vrai que on sait que ça peut, par exemple, un homme qui va reconnaître l'enfant à naître sans l'accord de sa femme, de son épouse, de sa partenaire, il y a une forme de violence et ça peut aussi engendrer vraiment des violences au sein du couple. Enfin, Oui, mais c'est souvent aussi la conséquence de violence. On sait que les violences se déclenchent ou s'aggravent pour une grossesse sur 5. C'est énorme, c'est 20%. Et au fond, ce que Lucie explique, c'est vrai que c'est déjà dans la loi. Quand un homme a fait une reconnaissance de paternité et qu'il y a une fausse couche ou qu'il est le mari, il peut, contre l'avis de la femme qui a fait cette fausse couche, inscrire l'enfant, la fausse couche, à l'état civil. Et ça, je vais vous dire, ce qui est pire là-dedans, c'est que ce n'est même pas la NVA ni le CDNV, c'est le parti Groen qui a fait voter ça dans un amendement surprise en 2019. Et donc, on se rend compte que cette volonté de revenir finalement à la prédominance du mâle sur la femme, ce qui était le cas du Code Napoléon, donc la femme n'avait pas de droit et les enfants appartenaient au mari, eh bien en fait on est en train de basculer dans ce mouvement-là et ça ne vient pas de nulle part. Et je pense que vous voyez très bien à quoi je fais référence. Aux États-Unis ou dans les pays très catholiques de l'Est de l'Europe, c'est exactement ça qui se passe. Donc on croit toujours que la Belgique est immunisée contre ce genre de dérive. Pas du tout, et ça se fait de manière pas seulement subreptice parce que le grand public n'est pas au courant, mais ça se fait de manière parcellaire. Mais quand on dézoome un peu, ce qu'on voit est vraiment effrayant.
Oui, et c'est vrai qu'on parlait de mise sous tutelle des femmes. Et là, par exemple, il y a une proposition de loi, et déjà même une loi qui a été adoptée en Flandre, où les juges peuvent placer sous assistance forcée une femme enceinte qui vivrait une situation jugée préoccupante. Alors, en quoi est-ce que c'est problématique Lucie, peut-être. Oui, donc c'est un projet de décret qui a été adopté en première lecture par le gouvernement. Il n'est pas encore en vigueur, mais c'est très dangereux et j'en parlerai tout à l'heure. En fait, c'est très manifeste de la façon dont on perçoit les femmes en fait en Belgique. Donc, ce projet de décret, il vise, comme vous l'avez très bien expliqué, à mettre sous tutelle des femmes enceintes qui sont dans des situations difficiles, qui sont victimes d'addiction, qui sont victimes de violences conjugales, qui sont sans abri. Donc, il vise à pouvoir, si ces femmes refusent des soins, le juge pourra les mettre sous surveillance forcée pour les obliger à entamer un parcours de soins, à se faire hospitaliser, etc. Alors pourquoi je dis que non seulement c'est horrible comme projet, mais qu'en plus c'est manifeste de comment on voit les femmes en Belgique, c'est qu'en fait on suspecte les femmes de ne pas pouvoir s'auto-gouverner, de ne pas pouvoir se prendre en charge. On les suspecte d'être capables de refuser des soins alors qu'elles sont enceintes. Mais surtout, ce qu'il faut bien retenir, c'est que tant que les femmes sont enceintes, on ne se soucie pas de leur sort. Les femmes qui sont victimes d'addiction, elles ne se tournent pas vers les soignants pour se faire accompagner parce que la consommation de drogue en Belgique, c'est criminalisé. Donc forcément, elles ont peur d'être dénoncées, etc. Elles ont peur des conséquences. Alors là, il faudrait pouvoir avancer sur les femmes victimes de violences conjugales. Mais pardon, on va mettre ces femmes-là sous tutelle pour les forcer à se soigner ou je ne sais pas, à se prendre en charge, alors que leur bourreau, leur agresseur, lui pourra continuer de vivre sa vie comme il l'entend. Enfin, donc on va soumettre ces femmes à une autre violence, même pas pour les protéger elles, mais pour protéger de nouveau l'enfant à naître, vu que c'est un décret qui est pris par la ministre de la Protection de la Jeunesse, qui est une ministre en plus Vooruit, donc socialiste flamand, enfin... C'est ce que vous disiez, Sylvie, ce n'est pas nécessairement que des partis dits conservateurs. On voit que les propositions de loi, elles viennent un peu dans tous les sens. Oui, parce que Vooruit a déjà déposé ce texte à la Chambre, donc pour l'ensemble de la famille, sur la législature précédente. Donc ça a été dénoncé, mais ce que dit Lucie est très juste. Au fond, la vulnérabilité des femmes qui est organisée par l'État, je vous passe l'écart salarial, les difficultés de conciliation vie professionnelle et familiale, le plafond de verre et autres. Le manque de place en crèche, oui, il y a toute une série d'obstacles. Cette vulnérabilité, elle est organisée par l'État, ou en tout cas l'État ne fait rien pour y remédier, que du contraire, surtout maintenant. Et du coup, elles subissent les conséquences de tout ça. Et c'est pour ça qu'alors on va décider pour elles où elles doivent aller, comment elles doivent faire, est-ce qu'elles peuvent garder l'enfant, pas le garder. Donc on est vraiment dans une situation de point de bascule. Et je pense que c'est vraiment très important qu'on puisse le dire ici et que le grand public en prenne conscience, parce que ce n'est pas une partie du monde politique contre une autre. On voit bien que cette tendance qui, au fond, ressort des stéréotypes, les femmes idiotes, les femmes mauvaises, on est vraiment dans une lecture qui est complètement stéréotypée et qui ne prend pas en compte la réalité de la vie de la moitié de la population en Belgique, parce que malgré tout, on n'est plus de la moitié. Et on voit bien que ça touche toutes les couches de la population, tous les âges. Tout le monde peut à un moment donné basculer dans la précarité ou dans l'isolement. Les violences envers les femmes, c'est un fléau, et violences physiques, psychologiques, sexuelles. On le sait depuis longtemps et il n'y a rien qui change. On fait quelques aménagements. Maintenant, on va compter les féminicides. Oui, très bien. Oui, c'est ça. Il y a une loi féminicide, stop féminicide, mais qui traîne à être finalement mise en œuvre. À peine mise en œuvre maintenant. Et au jour d'aujourd'hui, on est déjà à 25 féminicides déclarés sur l'année 2025. Et ce sont ceux
qu'on a répertoriées dans la presse, parce que jusqu'à présent, voilà, il y a certainement un chiffre gris qui passe sous les radars. Alors, on arrive déjà vers la fin de l'émission. Alors, du coup, j'ai quand même envie de donner peut-être un message de solution. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour vraiment instaurer un vrai changement de mentalité, pour avoir des vraies politiques qui prennent, qui prennent les femmes comme vraiment sujet et plus comme objet? Mais quand j'étais présidente du Conseil des femmes, j'avais fait une revendication, parce que c'était le moment des élections, donc j'avais un peu de visibilité. J'avais dit il faut un ministère des droits des femmes. Pourquoi? Quand il y a eu la guerre, on a fait un ministère de la reconstruction pour reconstruire le pays. Une fois qu'on a reconstruit le pays, ce ministère a disparu. Et aujourd'hui, face à la situation des femmes en Belgique, je pense qu'il faut un ministère de l'égalité des femmes et des hommes, mais un ministère pour les droits des femmes qui fasse ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qui dézoome et qui regarde comment les législations finalement se conjuguent pour aggraver la situation, alors qu'on dit tout le temps qu'on avance vers plus d'égalité. Donc ça, je pense qu'en France, ils l'ont fait. Et on voit que les plans en France pour les droits des femmes et pour les violences sexuelles sur les enfants, qui est aussi un très gros dossier qui a trait aussi aux droits des femmes, parce que jusqu'à présent, c'est quand même les femmes qui font des enfants, n'est-ce pas? Eh bien, on n'est nulle part en Belgique et la France avance parce que structurellement, il y a un endroit où on prend des décisions, où on pèse dans le gouvernement et où on suit le Parlement lorsqu'il y a des propositions pour améliorer les choses. Et Lucie Baridez, c'est vrai qu'au niveau du changement de mentalité, il y a déjà des choses qui évoluent dans les mentalités. On l'a dit, parfois il y a une différence entre ce que les gens gap entre ce que les gens pensent et les politiques qui sont prises. Mais j'imagine que tout ce qui est EVRAS, cours de philosophie et de citoyenneté, évidemment, peuvent aider à changer les mentalités. Oui, c'est essentiel. Les VRAS, il faut beaucoup plus d'heures. Pareil, philosophie et citoyenneté, il faut au moins 2 heures. Mais je dirais quand même, attention, je crois que les mentalités, elles ont changé. La force du mouvement féministe, quand même, aujourd'hui, c'est d'avoir pu diffuser son message auprès du grand public via les médias, les réseaux sociaux, etc. Et là, comme vous l'avez dit, il y a un gap entre les mentalités et le politique. Et moi, je suis complètement d'accord avec Sylvie. Il faut des changements structurels pour que les femmes puissent vivre en toute autonomie. Donc déjà, il faut dépénaliser l'IVG, suivre les recommandations des experts, etc., comme on l'a dit. Je pense qu'il faut aussi beaucoup plus de femmes en politique. Alors, il y en a déjà, mais elles ne sont pas au poste à responsabilité. Il n'y a pas de femmes au cairn, il n'y a pas de parité au sein du gouvernement fédéral. Et quand on regarde les présidentes de partis, en fait, si on met de côté la coprésidence chez Écolo, il n'y a que le parti des filles côté francophone où c'est Sophie Rohini, la présidente. Donc moi, je pense que si il y a plus de femmes à des postes de pouvoir au sein du politique, ça permettra aussi des changements structurels et aussi des changements de mentalité, parce que ça donne confiance aux femmes. Les deux sont liés, évidemment. Ouais. Exactement. En tout cas, on voit qu'il y a encore un chantier et que les droits des femmes, comme on le sait, ils ne sont jamais acquis et il faut les défendre en tout temps, en tout lieu. Merci beaucoup Sylvie Losberg, merci Lucie Baridez, merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.